Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. Cela fait des semaines maintenant que les étudiants manifestent pour le climat. C'est donc un thème majeur que l'on va aborder ce soir, le thème donc du réchauffement climatique. Quelles sont les propositions des différents candidats dans ce domaine? C'est ce que l'on va tenter de savoir pendant 55 minutes. Ils sont 7 sur notre plateau. Mais avant cela, je vous propose de retrouver Michel Gaillard et la caravane passive. Elle était installée aujourd'hui à Watermal-Boisfort et c'est là qu'il a tenté de savoir si cet enjeu climatique était toujours au centre de vos préoccupations. L'accueil est franchement bon quand on demande aux Bruxellois quels sont leurs petits gestes quotidiens pour le climat. Ils citent pêle-mêle les transports en commun qu'ils prennent, le tri sélectif qu'ils sont nombreux à pratiquer, les mégots de cigarettes qu'ils arrêtent de jeter par terre et puis pour les propriétaires, l'isolation de leur maison, que ce soit par les châssis ou la toiture. Ils disent d'ailleurs souvent avoir été sensibilisés grâce à des campagnes d'information ou à des aides régionales. Et cela, c'est évidemment aussi un message du citoyen vers les dirigeants. Voilà, c'est donc un tirage au sort, comme d'habitude, qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Barbara Tract, bonsoir, qui avez tiré le numéro 1. Vous êtes deuxième de la liste écolo. Ma question va être très précise. Vous avez énormément de priorités dans votre programme en termes de climat. S'il y en avait une à mettre en œuvre en priorité, quelle serait-elle? Une réponse brève, s'il vous plaît. Oui, mais donc très certainement pour agir contre le réchauffement climatique ici à Bruxelles, en termes d'émissions directes émises à Bruxelles, il faut agir sur les bâtiments. Le plus grand émetteur de gaz à effet de serre en région Bruxelles-Capitale, c'est bien les bâtiments. Et donc la mesure que je choisirais, que je mettrai en avant, c'est celle de l'isolation des bâtiments. Les bâtiments publics sur lesquels les pouvoirs publics peuvent agir directement, mais aussi les maisons et les appartements dans lesquels habitent les Bruxelloises et les Bruxellois, avec des incitants forts de la part de la région, donc des primes énergie dont les montants doivent augmenter de manière significative pour leur permettre d'isoler leurs bâtiments et donc de consommer moins d'énergie et également de créer des emplois ici et maintenant à Bruxelles. David Weitzman, bonsoir. Vous êtes 11e de la liste MR. Même exercice, votre priorité ou la priorité des priorités? Mais si on parle effectivement de lutte contre le réchauffement climatique, on parle effectivement d'émissions de CO2. Et comme ma collègue vient de le dire, il faut savoir que 70% des émissions de CO2 ont pour source, pour origine, effectivement, le chauffage et le bâtiment. C'est la raison pour laquelle le MR demande depuis 15 ans de travailler sur ces questions-là avec 3 leviers. Un, l'innovation. Deuxièmement, faire des partenariats publics-privés. On va y revenir parce que l'urgence et l'isolation, et donc vous l'avez compris, ma priorité, l'urgence est de pouvoir évidemment rassembler les fonds publics et privés pour y répondre. Et puis troisièmement, travailler sur les grandes masses et évidemment le CO2, les émissions de CO2. 70% des émissions de CO2 liées au bâtiment, c'est une grande masse. À côté, il y a 30% d'émissions de CO2 liées au transport et à la mobilité. Et donc l'isolation du public et du privé est aussi la priorité pour le mouvement réformateur. Voilà, même priorité, ce sera aussi votre priorité, Céline Frémaux, vous qui êtes tête de liste CDH, c'est la priorité des priorités, je vous rappelle. C'est évidemment après, une priorité majeure, elle l'est tellement que le gouvernement a adopté en avril de cette année-ci une stratégie rénovation horizon 2030-2050 pour que tous les bâtiments puissent disposer d'un certificat énergétique qui va expliquer les travaux qu'il va falloir planifier. Et donc c'est un vaste plan d'investissement, d'isolation, de rénovation avec des aides, je pense que c'est très important de pouvoir le souligner, pour que chacun aussi puisse prendre part à la transition écologique. On veut une transition écologique qui au CDH soit inclusive, qui ne laisse personne au bord de la route. Et donc il faut maintenant mettre en œuvre cette stratégie rénovation pour 2030-2050. Aussi des répercussions très positives puisque c'est 13 000 emplois qui seront créés dans ce cadre-là. Donc déployer la stratégie rénovation telle que je l'ai fait proposer et adopter au gouvernement. Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes tête de liste d'Eustex. Alors vous vous y retrouvez dans cette proposition ou vous voulez mettre une autre proposition en exergue? Je crois que ça ne surprendra pas grand monde. Nous avons une autre proposition qui est de retarder la sortie du nucléaire au moins en 2035. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas prêt en 2025, premièrement. Deuxièmement, les centrales à gaz dont on nous parle vont tripler les émissions de CO2 et vont augmenter la pollution. Troisièmement, le prix de l'électricité sera augmenté. Donc nous voulons retarder la sortie nucléaire au moins jusqu'en 2035, de manière à développer des mix énergétiques en se basant sur la recherche.
Bernard Kerfailly, la sortie du nucléaire, vous reprenez cette proposition à votre compte ou alors en termes de des priorités, vous avez autre chose? En tout cas, j'ai mal compris, on n'a pas de centrale nucléaire à Bruxelles, que je sache. Donc, c'est un débat fédéral peut-être très intéressant, mais ici, pour les élections régionales, on doit avoir une ambition qui s'applique aux citoyens de la région bruxelloise. Nous voulons faire de Bruxelles un modèle de développement durable. C'est-à-dire répondre aux enjeux climatiques. On a tous signé l'accord de Paris, il s'applique à tout le monde, tous les pays du monde, même si M. Trump fait la fine mouche, mais tous les pays du monde. Et donc pour ça, s'engager à ne pas réchauffer le climat de plus de 2 degrés. Et donc pour ça, faire un vaste plan de rénovation du bâti résidentiel, du bâti bureau, et aussi travailler sur les transports qui émettent aussi du CO2. Mais il faut le faire d'une manière qui soit respectueuse du développement économique qu'on doit garantir en emploi. Ça va créer des emplois, il faut y travailler et aussi veiller à ce que tout le monde, tous les citoyens bruxellois puissent financer ces programmes de rénovation de logement avec des primes, des aides, des soutiens, tiers investisseurs et des mécanismes qui font que tout le monde puisse être dans cette démarche. Françoise de Smet, c'est à vous votre mesure phare. Donc on a évidemment plein de plans pour l'isolation, ça c'est une chose, mais je voudrais ici surtout dire aussi qu'on est dans l'urgence. Donc on a 10 ans en fait pour agir, donc ça veut dire qu'on a besoin en fait de mesures choc aussi. Et c'est pour ça que nous on mise aussi sur la gratuité totale donc pour tout le monde des transports en commun en région bruxelloise. Donc ça c'est une mesure choc, on l'a vu, ils l'ont fait à Dunkerque, qui a attiré les automobilistes au niveau des transports en commun, des gens qui ne prenaient pas le bus avant, qui le prennent à l'heure actuelle. Plusieurs témoignages de gens qui vendent leur voiture pour justement prendre les transports en commun. Donc on voit que ça fonctionne. Il y a déjà un quart des parkings à Dunkerque qui sont vides grâce à cette mesure. Et donc on voudrait aussi faire la même chose en région bruxelloise. Et ça redonnera aussi du pouvoir d'achat à la population. Alors Rudy Vervoort, tête de liste PS, bonsoir. Vous concluez donc cette première prise de parole. Vous vous retrouvez dans... Je n'ai pas l'ambition de faire le résumé de ce qui a été dit. Non, mais dites simplement votre priorité voilà. À vous. Donc non, mais en 2 mots, je pense que la campagne fait apparaître, à mon avis, il y a 2 marqueurs forts. C'est à la fois effectivement l'urgence climatique, mais l'urgence sociale demeure à Bruxelles. Et quand on se promène dans les différents quartiers, c'est sûr que les discours ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est de réconcilier les deux. Et c'est de faire en sorte qu'effectivement, au niveau de l'isolation qui est nécessaire, eh bien, toutes les catégories de population à Bruxelles puissent bénéficier des plans de rénovation, tout simplement parce que pour les plus fragilisés d'entre nous, en fait, c'est la double voie, la triple peine, parce qu'en réalité, ils ont moins de revenus, mais ils payent plus proportionnellement, puisqu'ils vivent dans des logements qui sont moins adaptés. Il ne faut pas oublier non plus un autre élément, c'est que Bruxelles est une ville de locataires. Et donc, il faut aussi à un moment prendre en compte cette réalité-là pour faire en sorte que les bailleurs soient intéressés aussi à investir dans la rénovation, parce qu'aujourd'hui, ça ne les intéresse pas tellement dans la mesure où c'est le locataire qui paye. Et donc là aussi, je pense qu'il y a des mesures à prendre qui nécessairement devront amener tout le monde dans le train de la transition écologique. Alors vous avez insisté, la plupart d'entre vous ont donc insisté sur cette importance de la rénovation des bâtiments. Question, comment la finance-t-on et comment est-ce que les particuliers ou les locataires ou les propriétaires des bâtiments peuvent-ils assumer cet effort qui va leur être demandé? Bernard Kerfailly. Alors, il y a un régime de primes qui existe actuellement en région bruxelloise, qui a été légèrement amélioré, mais qui doit être beaucoup amélioré. Il faut simplifier le système de primes. Il y a des primes de confort du logement et des primes d'isolation. Il faut un seul système de primes. Il faut accompagner mieux les gens. Moi, je pense qu'il faut avoir ce que j'appelle des chasseurs de CO2 qui puissent venir chez vous, vous indiquer quels sont les travaux qui sont à faire. Tout ça est prévu, programmé, mais il faut que ce soit concrètement sur le terrain. Il faut un système de tiers investisseurs qui permette aux gens d'avoir un autre opérateur, public ou privé, qui finance les travaux et qui se rembourse sur l'économie que vous allez faire en consommation d'énergie, ce qui fait qu'au bout d'une dizaine d'années, 12-13 années, votre investissement sera rentabilisé et vous pourrez bénéficier vous-même de la réduction du coût de votre chauffage et de votre énergie. Avant d'aller plus loin, si vous permettez un petit instant, je vous propose d'entendre le bref témoignage d'un propriétaire qui a fait d'importants travaux dans sa maison. On la découvre pour l'instant, le toit, la façade, le remplacement des châssis. Et pour s'y retrouver dans l'ensemble de ces primes, il a dû faire appel à un expert spécialisé pour identifier clairement les primes dont il pouvait prétendre, tant le système est complexe. On l'écoute. Il faut savoir où est-ce qu'il faut aller les demander. Et donc c'est vrai qu'il faut vraiment chercher pour savoir où est-ce qu'on peut obtenir les primes. Il y en a où c'est très facile d'accès, d'autres c'est un peu plus compliqué, où on ne connaît pas qu'on pouvait en demander à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'il faut simplifier, Céline Frémaux, l'accès à ces primes? Et la deuxième question en corollaire, comment on les finance quand on n'a pas le sou?
Alors, la première chose, c'est qu'il y a un travail de simplification qui a déjà été réalisé dans le cadre de la réforme des primes énergie qui a démarré en 2015, puisque les primes ont été rassemblées sous trois grands sujets: l'audit, le chauffage et l'isolation. Le chauffage est la prime la plus demandée, et la simplification administrative a été plus que légèrement améliorée. Il y a un travail de fond qui a été réalisé aussi avec HomeGrid, qui est le service qui accompagne les familles à Bruxelles, notamment les familles les plus précarisées. Et dans le travail des primes énergie, il y a une attention particulière qui a été apportée à la question des familles les plus vulnérables en termes de catégories. Maintenant, il y a deux types aussi d'incitants. Il y a des incitants fiscaux qu'on peut mettre en place ici sur le plan régional. N'oubliez pas aussi que le fédéral peut avoir un levier par rapport au taux de TVA si les matériaux et les services sont liés à la rénovation. Donc il n'y a pas uniquement une voie d'accès régionale. Si on a l'ambition de travailler sur un plan de rénovation du bâti tel que décrit dans la stratégie Réno, il faudra pouvoir actionner tous les leviers, dont le levier fédéral. Barbara Trac, satisfaite du régime de primes actuellement, et vous au gouvernement, qu'est-ce qui changerait et avec quelle amplitude ? Pour nous, c'est clair que cette idée d'utiliser les primes énergie pour inciter les citoyens à se lancer aussi dans la réponse aux défis climatiques est une idée importante et qui doit être plus financée. Donc nous, dans les choix budgétaires, clairement, il y a cette demande-là et cette volonté-là d'augmenter les budgets relatifs aux primes. On sait que les objectifs de l'accord de Paris, les objectifs de la loi climat, auxquels une série de partis ici présents souscrivent, sont des objectifs ambitieux, avec des objectifs à 2030. 2030, c'est demain. Et donc il va falloir une mobilisation des pouvoirs publics, des budgets des pouvoirs publics et des citoyens. Et donc cette question des primes énergie est vraiment très intéressante puisqu'elle permet aux pouvoirs publics d'inciter les citoyens à eux aussi répondre aux défis climatiques. Donc il y a des choix budgétaires clairs que nous souhaitons pour renforcer ces budgets des primes. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment l'accompagnement. On l'a vu, hein, le témoignage de monsieur est édifiant. Donc il y a certainement la simplification, et une partie de la simplification effectivement a été faite, mais aussi d'accompagnement. Surtout si on parle de primes qui émanent de différents niveaux de pouvoir. Vous avez parlé il y a un instant du fédéral qui pouvait aussi être compétent. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir donner aux citoyens l'ensemble des informations qui émanent des différents niveaux de pouvoir pour que ce soit le plus simple possible pour eux. Alors Claude Moniquet, j'ai regardé attentivement votre programme. Je n'ai pas trouvé de plan spécifique à l'amélioration énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il y a un programme, des listes de steaks sur ce point-là ? C'est un problème sur lequel nous avons effectivement peu travaillé jusqu'à présent. Mais je voudrais répondre en 10 secondes sur mon temps de parole à la boutade de M. Clairfailly. J'étais relativement au courant du fait qu'il n'y avait pas de centrale nucléaire à Bruxelles. Quand même. Mais j'ignorais par contre que Bruxelles était une île qui produisait son électricité avec des éoliennes et ne dépendait absolument pas de la production d'électricité nucléaire. Cela étant, votre présence éventuelle au Parlement ne permettra pas de résoudre cette question. Par exemple, je lis dans votre programme, vous dites beaucoup de solutions proposées sont irréalistes et constituent des expérimentations hâtives. Si vous pouviez nous en dire plus, vous pensez à quoi par rapport à ça ? Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous avez parlé à raison de l'émotion des jeunes sur la question climatique. Ce que j'ai vu sur le terrain, en parlant avec des gens, comme nous tous, je pense, c'est que les moins jeunes, ça n'est pas tellement une priorité. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ce n'est pas une priorité pour eux. Les priorités sont sociales, les priorités sont sécuritaires, il y a d'autres priorités. Et un des problèmes, c'est cette question de la simplification qui a déjà été abordée par mes estimables camarades. Les gens ne s'y retrouvent pas. Ils ne s'y retrouvent pas à la fois dans le système des primes, mais ils ne s'y retrouvent pas non plus dans le système dans les réglementations qui changent, qui évoluent, qui sont de plus en plus complexes et qui rendent la vie des propriétaires relativement compliquée, pour ne pas dire absolument compliquée. Ouais. Là, je crois qu'il y a un gros effort à faire au niveau des simplifications. Je vous ai vu sourire, M. Vervoort, pendant que Claude Moniquet prenait la parole. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un lien de cause à effet entre mon sourire et ce que dit M. Moniquet ? C'était pendant qu'il parlait, en tout cas. Oui, mais... Donc je me disais qu'il y avait peut-être un lien de cause à effet, mais sans doute que non. J'ai sans doute interprété. Rassurez-vous, je peux avoir d'autres pensées au même moment. On va vous installer sur un divan, si vous voulez bien. Non, mais par rapport à ça. Vous n'allez pas me psychanalyser, mais non. Mais non, moi je pense qu'effectivement on a une série de leviers liés à la 6e réforme de l'État. Les leviers fiscaux, on gère maintenant le précompte immobilier. Ça veut dire que très clairement on peut faire ce lien entre la fiscalité immobilière et la rénovation des bâtiments. Donc ça veut dire que si on rénove, on a une baisse du précompte immobilier. D'abord, on n'a pas nécessairement de hausse, puisque
vous devez quand même savoir que pour certains travaux, vous entraînez une augmentation de la valeur, et donc qui mécaniquement est susceptible d'entraîner une hausse du précompte immobilier. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut geler, voire donner des primes, effectivement, des bonus au précompte immobilier. Donc tout ça doit être mis en œuvre. Il faut garantir aussi, c'est quand même un élément important, l'équilibre global budgétaire de la région. Donc on ne pourra pas non plus, je comprends ce que dit Mme Trac, mais on ne pourra pas non plus lâcher les vannes budgétaires parce qu'il y a d'autres priorités aussi. Je parlais de l'urgence sociale, il n'y a pas que celle-là, il y a tous les enjeux aussi des investissements que nous menons, notamment dans la mobilité. Et donc tout cela doit pouvoir cadrer, je dirais, dans le carcan budgétaire qui est le nôtre. Ceci dit, je pense qu'on doit réorienter encore mieux les primes demain, ça c'est ma conviction, en fonction des priorités qu'on a définies ensemble, et faire en sorte que, ça j'ai vraiment cette conviction-là, que les locataires aussi bénéficient de ce système-là. On a maintenant les leviers fiscaux pour le réaliser, faisons-le. David Weissman. Si on prend un peu de recul, on ne peut pas évidemment évaluer une politique publique et celle de l'isolation en fonction d'un plan qui vient d'être sorti aujourd'hui après 5 ans de travail sans budget, sans mise en œuvre, et que le prochain gouvernement, le futur ministre de l'Environnement... Donc vous parlez du plan rénovation logement... On doit l'évaluer en fonction du nombre de bâtiments qui ont effectivement été rénovés, publics, privés, et pour le coup, il y a malheureusement... Et donc malheureusement, il y a très peu... Madame la ministre, je me permets de ne pas vous causer. Une stratégie, c'est une bonne chose. Des bâtiments rénover des bâtiments isolés, c'est encore mieux quand on se présente aux élections. Et donc non seulement Madame la ministre, non seulement effectivement les primes énergie sont aussi, et là tout le monde le reconnaît, un échec, parce que non seulement le montant des primes énergie est insuffisant, mais elles sont très mal ventilées, parce qu'on voit que finalement n'en profitent les primes énergie que les propriétaires qui habitent. Il faut évidemment que les locataires puissent en profiter, il faut évidemment que les bailleurs puissent en profiter, mais le deuxième également échec, c'est qu'on est toujours, comme souvent dans ce gouvernement, on doit faire face à une urgence. On doit faire face à des investissements qui sont massifs, qui sont en l'ordre pour les primes énergie de 20 millions, purement public. Il faut évidemment travailler notamment avec les entreprises pour arriver à un montant de 70 millions. Et nous avons des propositions, notamment pour l'utilisation des émissions les fameux quotas CO2, mais également pour faire contribuer le gaz et l'électricité, donc les fournisseurs de gaz et d'électricité, avec le principe clair libéral pollueur-payeur, et ça permettra effectivement de booster les investissements tant dans le public que dans le privé, ce qui n'a pas été fait le cas, Madame la Ministre, je le regrette, sous ce gouvernement-ci. Alors une réponse rapide, Céline Frémaux, et puis je donnerai la parole à Françoise de Smet. Mais je suis ravie d'entendre le MR s'exprimer sur les primes énergie, ça doit bien être la première fois. Vous étiez assez absent en commission de l'environnement sur le sujet. J'ai toujours été en commission de l'environnement, Madame la Ministre. Je vous inviterai en tout cas à faire à tout le moins un bilan des primes énergie, de regarder ce qui a été... Je n'ai jamais été absent en commission de l'environnement, Madame la Ministre, pas une seule fois, Madame la Ministre. Puisque je vous invite aussi à regarder ce qui a été fait pour élargir les primes énergie. Vous le savez très bien, j'ai élargi aux collectivités, aux écoles, aux crèches. Vous l'avez fait il y a 3 mois, oui, c'est une bonne chose. Non, Monsieur Witzmann, ça fait plusieurs années. Donc je vous invite un tout petit peu à réviser vos classiques. Alors, Françoise de Smet, j'ai vu dans votre programme d'énormes investissements que vous prévoyez, entre autres 5 milliards d'euros d'argent public par an. Où va-t-on trouver cette somme? J'imagine que c'est pour l'ensemble du pays, pas uniquement pour la région bruxelloise. Oui, où va-t-on trouver cet argent, Madame de Smet? Mais je vais d'abord réagir sur l'aspect des primes, parce que donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a 10 ans pour agir, donc on doit aller vite. Et manifestement, le mécanisme des primes ne suffit pas du tout à pouvoir investir massivement dans l'isolation. Donc on a un bâti qui est encore très ancien, et on a des logements sociaux qui sont dans un état lamentable à l'heure actuelle, donc avec des gens qui vivent dans l'insalubrité. Donc on doit effectivement investir là-dedans pour les rénover. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on l'a dit aussi, les primes, ce sont surtout des gens qui ont déjà un certain capital pour rénover leur maison, qui en bénéficient à l'heure actuelle. Si on veut l'offrir à tout le monde, ça n'est pas possible. Donc, pour ça, on s'inspire de ce qui existe déjà en Allemagne. Donc, prenons des bons exemples qui fonctionnent. Donc, en Allemagne, ils ont mis sur pied une banque publique avec de l'argent de l'État qui est investi. Et grâce à ça, ils ont pu isoler et rénover 2 millions de maisons. Ça, c'est faire un plan massif d'investissement pour isoler les bâtiments. Et donc, on a besoin que les pouvoirs publics soient proactifs
prennent eux-mêmes en main la question des travaux d'isolation dans les maisons, parce qu'on a l'exemple ici que c'est compliqué, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne, mais quand vous êtes un particulier, même si vous demandez une prime, vous avez plein de démarches à faire. Même si vous demandez un taux à 0%, il y a plein de démarches à faire que vous devez faire vous-même. Donc totalement inexact. On veut s'inspirer du modèle allemand où il y a une banque publique qui permet les investissements et où les pouvoirs publics sont proactifs pour faire les travaux. C'est comme ça qu'on va aider les petits propriétaires qui ont vraiment du mal maintenant à isoler leur maison. Et sur les 5 milliards par an, comment vous les trouvez? Eh bien donc, ça c'est l'État qui investit. Comme vous pouvez prêter plusieurs fois l'argent que vous investissez, vous avez aussi du retour et vous vous en sortez comme ça. J'ai une petite question. Avec quoi vous alimentez la banque publique? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ce qui est une banque publique, mais on doit l'alimenter avec mais donc en Allemagne, ils ont commencé avec 1 milliard investi par l'État et puis ils ont récupéré au fur et à mesure. C'est pas que ça demande 5 milliards d'investissement. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, quelqu'un va décaisser cette somme-là. Donc je vous sens dubitatif. Vous parliez d'un budget corseté, donc vous y croyez pas. Non, mais moi je vis dans... L'État belge est prêt à investir des milliards pour des avions de chasse, alors il peut bien investir 1 million pour l'isolation des maisons. Non, mais attendez. Moi, pas 1 million pour l'investir. Moi je vis dans le réel. J'essaie de comprendre, parce qu'en réalité, on vit aussi avec un certain nombre de règles budgétaires à respecter. Dans le cadre européen, c'est vrai que le PTB a dit qu'il faut dénoncer tous les traités européens et à ce prix-là, on sera peut-être prêt à participer à un gouvernement. Mais je pense que c'est rêver, tout est éveillé et donc rêver. Non, mais attendez, vous parlez de créer une banque publique. Moi, très simplement, il faut alimenter à un moment donné la banque publique et donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui va sortir l'argent. Si c'est l'État, très clairement, c'est une dépense publique supplémentaire. Donc, mais je ne suis pas contre l'idée d'une banque publique. Écoutez, autour de la table, on est tous pour dire qu'il faut un grand plan d'isolation des bâtiments. Tout le monde est d'accord là-dessus. La seule question qui divise, c'est comment le payer. Je pense qu'il n'y a pas une seule solution miracle qui va tout résoudre. Il y a des gens qui ont les moyens. Bien sûr. Il y a des gens qui ont les moyens de faire cet investissement ou de faire un emprunt en banque et de le rembourser par les économies d'énergie qu'ils vont faire. Pour tout cela, il faut créer les conditions pour les inviter à le faire ou peut-être les contraindre par un bonus-malus immobilier ou cadastral pour que les gens soient incités sur les 10 ans qui viennent à un jour envisager ces travaux avec l'accompagnement nécessaire pour qu'ils comprennent comment les réaliser. Il y a d'autres catégories de personnes qui n'ont pas les moyens. Ceux-là doivent avoir accès à une aide plus grande des pouvoirs publics avec un système de prêt à taux zéro. Et puis, il y a tous ceux qui sont locataires, qui n'ont pas l'occasion de faire les travaux parce que leur propriétaire qui doit le faire. Et si le propriétaire fait les travaux, il dépense une somme, mais il n'est pas certain aujourd'hui de la récupérer sur ses locataires. Et donc, il faut trouver une solution à ce problème de coordination entre propriétaires et locataires avec des primes particulières pour les bailleurs. Une petite réaction. Donc, les copropriétés, notamment, ont fait l'objet du taux le plus favorable dans le cadre de la réforme des primes énergie, justement pour inviter toute une série de publics à être mobilisés. Il y a un aspect budgétaire que personne n'a évoqué jusqu'à présent. C'est ce qui est maintenant sur la table depuis quelques mois, qui est la mise en place d'une filiale de la Banque européenne d'investissement qui pourrait investir massivement sur l'ensemble de l'Union européenne avec ce qu'on a appelé le pacte finance-climat. Donc il n'y a pas aussi que des apports qui doivent être régionaux et nationaux. Je pense que l'Europe est un réel levier aussi de financement. Alors Barbara Tract, il y a ce plan rénovation logement que vous avez présenté et donc ces 5 mesures à mettre en œuvre d'ici 2050 avec une obligation de mettre en œuvre des actes de rénovation dans les maisons tous les 5 ans, donc c'est obligatoire. Est-ce que demain dans le gouvernement vous reprenez ce plan à votre compte ou pas ? Oui, mais moi je suis heureuse que le gouvernement bruxellois ait décidé de mettre ce plan sur la table. Si c'est en fin de législature, c'est en fin de législature, on le prend. Je pense qu'on est effectivement à un momentum et moi je me réjouis que l'ensemble il y a l'aspect obligation qui chatouille certains propriétaires en se disant et si on n'a pas les moyens effectivement de financer ces travaux, il y aura des sanctions à la clé qui ne sont pas encore déterminées mais qui le seront et donc il y a une inquiétude au sein de la population aujourd'hui. Oui, mais je pense... Oui, on vous permettra de répondre juste après, c'est vraiment, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est important, quand on parle de répondre aux défis climatiques, d'impliquer et les citoyens, les pouvoirs publics et les secteurs. On l'a vu, les alliances emploi-environnement ont permis d'allier ça, à la fois les efforts des citoyens, un secteur qui a permis de créer de l'emploi ici et à Bruxelles et des centaines d'emplois à Bruxelles et qu'effectivement la création d'un plan et le fait de déposer un plan doit aussi être concerté avec les citoyens. Donc nous,
je me réjouis qu'il y ait autour de la table et dans la société civile, les citoyens, les entreprises, etc., une mobilisation autour de la question climatique. Je souhaite que cette question continue d'être une priorité pour le gouvernement bruxellois prochain. Ça a l'air d'être le cas, en tout cas, de David Weitzman. Écoutez, la grosse différence entre le MR et d'autres partis, c'est qu'on veut un système qui soit incitatif et pas interdire ou contrainte. Et ici, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait porter un échec, parce que même si effectivement on est à la fin de la législature et que certaines choses ont été faites, on fait porter... Excusez-moi, je pense que vous êtes un peu frileuse, ou en tout cas vous avez des difficultés parce que vous me coupez systématiquement sur le truc, donc je vais vous répondre. Donc, on fait porter sur les épaules des citoyens un investissement qui aurait dû être fait par le gouvernement. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une augmentation par un partenariat public-privé, d'une part, des montants qui seront investis, et d'autre part, la création de taux 0%. Si vous prenez, et le mécanisme est totalement sain, si vous prenez des investissements qui sont nécessaires au sein d'un appartement, d'une maison pour isoler, on est aux alentours de l'ordre de 25 000 euros. 12 500 euros seront donc payés par ce partenariat public-privé et 12 500 euros pourraient être, notamment dans le cadre d'un taux à 0%, remboursés en fonction des économies d'énergie et donc de la facture en moins qui sera générée suite à ces investissements. Et ça doit être appliqué tant pour les propriétaires que pour les locataires, que pour les bailleurs. Et vous avez raison, pour les bailleurs aussi, qu'ils ne doivent pas évidemment qu'avoir qu'un geste philanthropique, mais qu'ils doivent pouvoir aussi se retrouver dans les investissements qui doivent être consentis. Oui, c'est une très mot. Je vais préciser à M. Weitzman, parce que visiblement ça lui a échappé, que la stratégie rénovation découle du plan national énergie-climat, qui est une concertation qui a été menée par le fédéral, en l'occurrence Mme Margem, qui est de votre parti, et de l'ensemble des entités régionales. Et que si on veut pouvoir tenir les trajectoires européennes et avoir à un certain moment la mise en œuvre de ce PNEC pour lequel l'Union européenne nous a mis des objectifs, nous devons exécuter ceci. Donc ce n'est pas quelque chose parce qu'on s'est ennuyé pendant 3 ans. On a fait des consultations avec le secteur de la construction, avec les propriétaires, avec toute une série. Madame, je vous parle de mesures concrètes et vous me répondez toujours sur des plans. J'ai entendu, vous avez été freiné par des choses. Céline Prémot, si je peux juste rajouter... C'est de savoir que ça ne tombe pas du ciel. C'est que nous sommes tenus d'avoir un certain nombre d'obligations à remplir, que ce n'est pas quelque chose au niveau de la région bruxelloise. Si je peux juste ramener un débat du jour au lendemain, que ça fait partie de ce qui a été négocié aussi avec le MR. Si je peux ramener le débat à quelque chose de plus, si je peux vous ramener à quelque chose de plus terre à terre, c'est la contrainte. Les propriétaires seront contraints donc à effectuer ces travaux tous les 5 ans. Et la question, c'est comment est-ce que ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de le faire vont pouvoir y faire face. Et donc ça, j'ai déjà expliqué qu'il y a tout un travail sur les incitants fiscaux. Vous savez, aujourd'hui, la stratégie rénovation, c'est des centaines de pages. Donc il y a des incitants fiscaux qui seront mis en place. Il y a un travail sur la fiscalité immobilière. Donc ils seront mis en place, c'est ça que vous dites, c'est pas encore le cas. Monsieur Peuzès, c'est une ligne aujourd'hui qui est tracée, une ligne de conduite, avec des incitants fiscaux qui a mis 2 ans et demi d'être concerté avec tous les secteurs auxquels vous tenez également. Et donc je pense, est-ce qu'il fallait avoir le PNEC, Monsieur Weitzman, et le PNEC a été réalisé il y a 1 an et demi parce que ne soyez pas trop jargonnant parce qu'on ne va plus rien y comprendre. Mais non, il faut juste récemment expliquer que ce type de plan ne tombe pas du ciel, que ça fait l'objet d'une concertation. Donc il y a des prêts verts, il y a des incitants fiscaux et il y a une fiscalité immobilière. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu. Mais l'obligation, elle sera là, quoi. L'obligation va être nécessaire, mais il y aura des accompagnements. Rudy Vervoort. Mais oui, je pense que nous disposons d'une série de leviers. Le fédéral dispose d'autres leviers. Il faut aussi constater que la mécanique de concertation à l'échelle de ce pays n'a pas bien fonctionné. Donc le fédéralisme de coopération a plutôt connu quelques grippages. Et donc, venant particulièrement du nord du pays d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que Mme Margem, elle avait beau déclarer une série de choses, c'est au nord du pays qu'on disait oui ou on disait non, comme dans d'autres politiques. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue. Et donc, la Flandre, parce qu'elle a un tissu industriel et un tissu économique différent d'une autre, et de la Wallonie, mais bon, Bruxelles encore plus, mais il y a toute une série de politiques qu'elle ne souhaitait pas voir mises en œuvre. C'est une réalité. Et donc, je pense qu'il y a aussi un travail qui va devoir être réalisé, une prise de conscience des forces vives en Flandre pour faire en sorte qu'on aille tous ensemble, parce qu'on est liés à différents niveaux de pouvoir, qu'on puisse aller tous ensemble dans la bonne direction, ce qui n'a pas vraiment toujours été le cas. Et c'est vrai par rapport, on peut sourire des plans, tout ce que vous voulez, mais nous, on a vécu effectivement des difficultés de voir atterrir au niveau du fédéral toute
toutes les engagements de la Maison Belgique en matière de climat. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. La région bruxelloise a été proactive dans ce domaine-là, mais malheureusement, voilà. Indépendamment des engagements qui sont dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, oui, vous comprenez bien que ces plans ou ces investissements sont nécessaires, ne fût-ce que pour la facture d'électricité. Et ça aurait pu très bien être pris, notamment par le gouvernement bruxellois. C'est simplement ça qu'on peut évoquer. Non, on ne doit pas toujours attendre. Il faut un cadre pour prendre des mesures fiscales, Madame la Ministre. Monsieur Wittmann, il fallait un cadre sur la répartition des entités. Mais ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. Vous parlez de l'objectif, je parle des outils. Il faut juste que... Je vais juste faire un petit point. Je vais juste faire un petit point sur le temps de parole. Céline Frémaux, vous avez 2 minutes d'avance sur le temps de parole. Je sais que c'est une problématique qui vous tient à cœur, mais je vous invite à être plus brève à l'avenir. Claude Moniquet, par contre, vous avez beaucoup de retard sur le temps de parole. Est-ce que dans ce débat-là, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je crois que j'écoute avec attention ce qui se dit. Je suis nouveau en politique, je ne suis pas un spécialiste en tout, mais je remarque effectivement cette manie fâcheuse d'obligation, dont les gens quand même que je rencontre me parlent comme étant peut-être pas une souffrance, mais quelque chose qui quand même les irrite profondément. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés et qu'on les oblige en permanence à adopter de nouvelles normes qui vont changer, qui vont encore être adaptées. Puis il faudra changer tous les 5 ans, évoluer. Et avec, en définitive, très peu d'explications, beaucoup de jargon, comme on en a entendu maintenant, très peu d'explications et la peur de devoir dépenser encore plus d'argent pour des gens qui sont déjà quand même relativement en mauvaise situation parce que les impôts, etc., ne leur laissent pas énormément d'argent dans la poche. Alors je vous propose qu'on passe à l'autre sujet, c'est le sujet lié au trafic automobile qui est responsable aussi d'une partie de la pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Alors comment agir pour les diminuer? C'est le thème qu'on aborde maintenant et c'est la question que nous vous avons posée. Là, on est en train de fanfaronner parce qu'on a ouvert un parking de dissuasion au Seria. Ça fait des années qu'on nous les promet. Voilà, on en a juste ouvert un. Je crois qu'il faudra en ouvrir beaucoup plus. Il faudrait créer un péage urbain. Il y a des tonnes de manières de diminuer la pression automobile. Mais en même temps, les gens ne veulent pas changer du jour au lendemain. Je ne peux pas dire que je suis innocente dans ça non plus. L'idée de tout changer ma vie, on devrait faire. Ça devrait être un changement énorme. Avec tous ces gens, toutes les voitures qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y en a qui viennent à peine d'acheter, il y en a qui n'ont pas d'argent pour en avoir maintenant une autre voiture maintenant. Pour moi, il faut les contraindre les gens. De toute façon, les gens s'habituent à tout. Ici, on est dans le piétonnier. Il y a 3 ans, c'était une catastrophe. Maintenant, tout le monde adore. Donc ça, c'est une petite chose qui montre que les gens, il faut juste les forcer à prendre de nouvelles habitudes. Alors Barbara Tract, dans votre programme, vous dites que la zone basse émission qui vise à éliminer les véhicules les plus anciens, les plus polluants, n'est pas suffisant. Quelle autre option faut-il mettre en œuvre selon vous? Certainement pour nous en matière de mobilité, la première des priorités est celle du développement et des investissements dans les transports en commun. Ça vaut tant au niveau national qu'au niveau bruxellois. Et donc à Bruxelles, nous souhaitons nous concentrer sur la création de 30 km de sites propres pour des transports en commun à haut rendement, qui permettent à de nombreux Bruxellois, un peu partout où ils habitent, de se déplacer dans la ville et de se passer de leur voiture individuelle. Un transport en commun, c'est bon pour tout le monde, qu'on ait le permis de conduire, qu'on n'ait pas le permis de conduire, qu'on soit un cycliste averti ou qu'on ait peur de monter sur un vélo, qu'on soit une personne à mobilité réduite. Les transports en commun, c'est ce qui permet à tout le monde de se déplacer. Je pense que tout le monde ici sera d'accord sur l'investissement dans les transports en commun à des échelles diverses selon les programmes, mais en tout cas, on le trouve dans tous les programmes. C'est clairement une priorité. Ces transports en commun en site propre et donc en surface. Et ce qu'on a appelé le REB, le réseau express bruxellois, le fait de pouvoir utiliser toutes ces gares qui existent en région de Bruxelles-Capitale, qui permettraient, ce sont des infrastructures qui existent, des rails qui existent, des gares qui existent, et qui permettraient aux Bruxellois, sans grands investissements, de se déplacer beaucoup plus rapidement à travers la ville. Françoise de Smet, par rapport à la diminution de ces gaz à effet de serre émis par la voiture, vos solutions au PTB? Donc, on va devoir diminuer l'utilisation de la voiture. Mais pour nous, c'est super important, évidemment, d'avoir des solutions sociales. Donc la gratuité, quoi. Donc il y a la gratuité des transports en commun. Donc maintenant, on est vraiment dans une politique punitive par rapport à la voiture. Mais on pense que c'est pas comme ça qu'on va réussir à changer les mentalités, à changer les modes de transport. On doit donner des alternatives sociales. La gratuité des transports en commun, mesure choc pour attirer les automobilistes. Oui. En même temps, si je peux ajouter juste une chose, vous êtes pour la baisse des accises sur le carburant, c'est indiqué dans votre programme fiscal. Oui. Certains vous diront que ça risque d'inciter l'utilisation de la voiture et donc d'augmenter la
pollution en ville. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple, donc il y a la fameuse étude Beldam sur les modes de transport domicile-travail. Elle montre que quand les entreprises offrent la gratuité des transports à leurs employeurs, on monte à 15% de personnes qui utilisent les transports en commun. Donc on veut agir aussi évidemment sur l'aspect des voitures de société. Il y a un tiers des voitures qui roulent à Bruxelles qui sont des voitures de société, donc c'est un levier important sur lequel on doit agir aussi. On veut retransformer ça petit à petit en salaire, ça fait des rentrées fiscales pour l'État et ça permettra, avec la gratuité des transports, d'opérer un changement aussi dans les mentalités des travailleurs. Donc on voit que c'est ça qui fonctionne, c'est quand on a effectivement des incitants positifs, quand on a des bonnes solutions, des bonnes alternatives, on voit que les gens changent. Mais on doit d'abord commencer par ça. Maintenant on veut, oui, taxe kilométrique, on veut péage urbain, etc. Qu'est-ce qu'on observe par exemple sur le péage urbain? Donc, on pense maintenant à mettre ça à 3 € par jour. Donc, péage urbain, c'est dans plusieurs programmes, celui d'écolo, entre autres, pour le Pentagone. Donc, vous aussi, Bernard Kerfailly, dans une deuxième tranche, si on ne parvient pas, dans une deuxième phase, si on ne parvient pas à faire une taxation automobile. Péage urbain, si on le met à 3 € par jour, donc non seulement c'est injuste socialement parce que chaque personne avec des revenus différents payera la même chose, donc on creuse de nouveau les inégalités sociales comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on observe... On estime plus ou moins un report modal de la voiture vers un autre mode de transport de plus ou moins 11% si on fait ça. On a sorti une étude aussi, justement par rapport à la gratuité des transports, qui montre que si on offre par exemple le système MTB, donc où on offre vraiment tous les réseaux de transport aux gens qui utilisent les transports en commun, ne fût-ce que ça, il y a 5% des utilisateurs de la voiture qui vont prendre les transports en commun. Ça fait baisser aussi de 10% la congestion. Là, on a une offre positive qui donne exactement les mêmes résultats que le péage urbain. L'effet contre-productif de la baisse des axes que vous prévoyez dans votre programme, une réponse rapide, s'il vous plaît. Les axes, c'est une taxe injuste. De nouveau, chacun paye la même chose indépendamment de ses revenus. Ça ne va pas. Alors agissons sur effectivement une taxation plus correcte au niveau, par exemple, de la taxe de circulation, où là, on doit beaucoup plus intégrer le poids et la cylindrée de la voiture, parce qu'on sait évidemment que plus une voiture est lourde et des gros cylindrées, plus elle pollue. Alors agissons à ce niveau-là, mais ne commençons pas à continuer à taxer de manière injuste les gens. Claude Moniquet, dans votre programme, vous parlez beaucoup de l'encouragement de l'utilisation des carburants alternatifs pour le parc automobile. C'est une de vos priorités. Ça, on sait que pour l'instant, à brève ou à courte échéance, on ne voit pas énormément de développement de ce type de carburant. Ce n'est pas une priorité pour le futur proche, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, bien entendu. Pour nous, clairement, la question de la pollution de l'air est liée évidemment à la question de la mobilité à Bruxelles. On ne circule pas à Bruxelles. On connaît le coût des embouteillages, on connaît le coût en pollution des embouteillages, les émissions de CO2, de particules fines, etc. Donc, il faut une alternative à la voiture. Nous sommes d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais qui doit de nouveau être une incitation et pas une obligation. Et le problème aujourd'hui, c'est que les transports en commun bruxellois sont relativement déficients. On a, à la fois en termes d'offres et en termes de durée de l'offre sur la journée. Je veux dire, les gens qui travaillent la nuit peuvent difficilement faire autre chose que se déplacer en voiture. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on a accès depuis 20 ou 30 ans tous les transports en commun bruxellois sur la surface, pas sur le métro, alors que d'autres villes comme Madrid ont à peu près doublé le kilométrage de métro en 10 ans. Donc il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles aussi, peut-être, enfin j'espère, sur les chantiers, qui sont quand même une des principales causes de congestion dans la ville. Et tout ça, mis bout à bout, avec effectivement aussi la mobilité douce, sont des solutions qui sont complémentaires. Mais le programme de zones de basse émission, c'est un programme que vous ne remettez pas en cause aujourd'hui. Nous ne le remettons pas en cause. Mais nous disons qu'il n'y a pas de solution simple et unique ou univoque à des problèmes compliqués, que le problème de la pollution de l'air lié à la mobilité était extrêmement compliqué. David Weissman. Ouais, on ne remet certainement pas en cause non plus la zone de basse émission, d'autant qu'on l'a proposé, je pense, en 2012. À l'époque, Evelyn Ettenbrook n'en voulait pas d'ailleurs, elle pensait que ce n'était pas possible. Et puis je rejoins effectivement l'objectif de ce gouvernement, c'est un bon point de ce gouvernement. Alors il y a des petites adaptations, on est parfois un peu trop sévère, mais dans l'ensemble, c'est un objectif qu'on peut partager. Attention que deux objectifs évidemment sur lesquels on peut peut-être partager également. Premièrement, certainement le développement des transports en commun, sauf qu'avec sans idéologie, on sait très bien que pour développer le transport en commun, on doit aussi développer des axes structurants et donc également le métro, contrairement peut-être à ma collègue d'écolo. Si je prends les chiffres de nouveau, en 4 ans, le gouvernement fédéral a permis de doubler plus 100% le nombre d'utilisateurs via la création de l'offre S, le nombre d'utilisateurs bruxellois qui utilisent le ferroviaire. Il faudra évidemment aller de l'avant
avant, notamment pour le ferroviaire, mais également pour le métro. Deuxièmement, là, c'est plutôt un échec de ce gouvernement qui avait prévu de verduriser, de revoir sa fiscalité automobile avec deux objectifs. Revoir une fiscalité en fonction de l'utilisation de son véhicule et deuxièmement, une fiscalité qui tient compte justement des objectifs liés au réchauffement ou en tout cas des objectifs liés à la qualité de l'air. Et nous proposons, et nous l'avons fait depuis plusieurs années, d'avoir un mécanisme lié à l'éco-score qui permet de dire attention, si vous polluez plus, effectivement, il y aura une plus grande taxation. Alors, Rudy Vervoort, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'importance de la fiscalité pour induire des comportements. Ça n'a pas pu avoir lieu, ce changement de fiscalité, sous cette législature. Pour la prochaine législature, quel axe prônez-vous en termes de fiscalité automobile? Mais d'abord, je pense que... Je prends l'exemple de l'éco-score. Vous y êtes favorable? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bien évidemment, on va tomber à ce moment-là dans le même problème pour celles et ceux parmi les Bruxellois qui ont le moins de moyens. Vous allez avoir la double peine, puisqu'en fait, vous aurez un véhicule qui consommera plus et vous payerez plus de taxes. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. Suivant le principe libéral, effectivement, que vous prenez. Donc moi, là-dessus, je pense qu'il faut utiliser la fiscalité de manière distributive. Et donc, c'est faire en sorte qu'effectivement, ça soit une fiscalité à l'usage. Je crois que... Parce que en réalité, les Bruxellois, ils ont réalisé le shift modal. Plus de la moitié des ménages n'ont plus de voiture à Bruxelles. On voit de plus en plus des jeunes qui ne passent même plus leur permis de conduire, considérant que ça n'est même plus nécessaire à un mode de vie citadin. Le problème de la congestion, il est aussi en grande partie lié à la navette entrante. Et donc, malgré les efforts relevés par... David Weitzman du fédéral sur l'offre S, on est encore loin du RER et par rapport à ça, on a aussi vu un gouvernement fédéral qui désinvestissait de l'ordre de 3 milliards dans la SNCB alors que le gouvernement bruxellois, lui, investissait de l'ordre de 5 à 6 milliards. Non, mais je pense que c'est important et donc au niveau de la fiscalité, ce qu'il faudra faire demain, c'est là aussi, ça a été l'échec de cette législature, c'est la capacité de dégager une politique à l'échelle métropolitaine, parce que la Flandre, là encore, n'en voulait pas, considérant qu'effectivement, c'est leur affaire et pas la nôtre. Et donc, demain, c'est clair, il ne faut pas rajouter de la fiscalité à la fiscalité, c'est supprimer toute la fiscalité, taxe circulation, mise en circulation, et remplacer par une taxe à l'usage. Alors, une question, Bernard Clerfailly, par rapport à cette zone de basse émission, l'année prochaine, ce sont 62 000 véhicules qui vont être concernés, donc qui ne pourront plus rouler dans Bruxelles. Certains disent que ça pénalise les ménages aux plus faibles revenus qui ne parviennent pas donc à remplacer ce véhicule-là. Est-ce qu'il faut mettre des mesures pour aider ces personnes à acquérir un véhicule plus respectueux de l'environnement? Mais il faut d'abord revenir sur le principe de base. Et le principe de base, c'est pollueur-payeur, en tout cas réduire la pollution en région bruxelloise. Et donc on ne peut pas, pour cette raison-là, envisager qu'il y ait plus de véhicules aussi. Il n'y a pas seulement la pollution et la qualité de l'air qui affecte beaucoup la santé des Bruxellois. Il y a aussi la question des embouteillages. Et donc remplacer un véhicule très polluant par un véhicule moyennement polluant, le gain est marginal en termes de santé et il est nul en termes de gestion de la mobilité au sein de la région bruxelloise. Donc ce qu'il faut, et moi je plaide pour un changement de la fiscalité, je plaide pour une taxation kilométrique intelligente, c'est une taxation qui remplace la taxation actuelle et qui fait que quand on prendra les routes à Bruxelles, lorsqu'il n'y a pas de congestion, on ne payera rien, et quand il y a la congestion, on payera quelque chose. Parce que ce qui est injuste socialement aujourd'hui, c'est qu'en fait, les navetteurs qui viennent rouler à Bruxelles ne payent rien, ni pour les routes, ou les navetteurs qui viennent prendre la STIB ou les transports en commun ne payent rien. C'est l'argent des Bruxellois qui finance la STIB. Et si on devait suivre votre proposition de rendre gratuit la transport en commun, c'est 240 millions d'impôts des Bruxellois qu'il faudrait mettre en gratuité. On a déjà plusieurs fois dit qu'on avait une solution pour financer la gratuité via mais vous avez des solutions pour tout avec de l'argent qui vient toujours d'ailleurs, mais qu'on ne voit jamais. C'est chiffré. Qu'on ne voit jamais. Ce qui est injuste socialement, c'est que les Bruxellois payent seuls les routes actuellement, payent seuls le transport en commun. Les Bruxellois qui ont dû quitter à l'extérieur parce qu'ils ne savaient plus payer leur loyer et qui maintenant font la navette. Ce qui est injuste socialement, c'est que les gens qui prennent le bus ou le tram le matin n'ont pas de place, doivent attendre la rame suivante pour pouvoir monter dans le tram. Ce qu'il faut, c'est que tout l'argent que nous avons soit mis dans l'augmentation de l'offre de transport en commun, l'extension dans les quartiers, l'extension dans les horaires et l'augmentation de la capacité aux heures de pointe de métro, de tram et de bus. Donc vous allez faire payer la classe moyenne pour payer.
30 secondes pour que tout le monde comprenne comment vous financez la gratuité des transports en commun. Et puis je donne la parole à Céline Frémaux qui ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. 30 secondes, Françoise de Smet. Mais donc il faut savoir qu'il y a déjà énormément d'entreprises à Bruxelles qui financent les abonnements STIB, etc. de leurs travailleurs. Donc c'est déjà quasi la moitié en fait des recettes de la STIB qui sont financées de cette manière-là. On veut simplement étendre ce système-là et qu'on ait un forfait domicile-travail pour les entreprises au-dessus de 20 salariés. Et donc elle pourrait contribuer comme ça à très largement financer la gratuité des transports. Voilà, pour cette précision, Céline Frémaux, sur ce sujet donc, de cette zone basse émission et la manière dont elle pourrait pénaliser les ménages qui ne peuvent pas remplacer leur véhicule trop polluant qui ne pourra plus circuler dans Bruxelles. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est presque obsolète parce qu'on a débattu de ça en 2015. La zone de basse émission a été décidée en juin 2016. Elle est effective depuis janvier 2018. Et qu'est-ce qui est important dans la mise en place de la zone de basse émission? C'est la santé des Bruxellois. Pourquoi nous avons fait une zone de basse émission? Parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui 12 000 morts qui sont liés aux particules fines sur l'ensemble de la Belgique. Il y a certains pays qui donnent des primes à la casse ou des choses comme ça. Il y a une prime bruxellaire et j'ai toujours qui ne fonctionne pas bien du tout. Donc, vous interrogerez M. Spey si vous voulez sur le détail de la Non, mais voilà, elle ne fonctionne pas pour l'instant, c'est une évidence. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que ça touche aujourd'hui les publics fragilisés, la question des particules fines. Ça touche des enfants, ça touche des personnes âgées. Et on voit, parce qu'on a une évaluation aujourd'hui de la zone de basse émission, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait maintenant un mois dont le gouvernement dispose des chiffres. Et on a vu qu'il y avait une diminution drastique sur les 6 premiers mois de 2018, de plus de pratiquement 7% de ce qu'on appelle les particules fines, qu'il y avait un tiers des véhicules diesel les plus anciens qui avaient été éliminés. Et donc, on voit aujourd'hui, c'est ce que Rudy Vervoort a expliqué, c'est qu'on a aujourd'hui un shift modal et un shift technologique. Je vais vous demander d'être très rapide, s'il vous plaît. Vous aviez terminé, c'est parfait. Vous me demandiez la parole. Je vous expliquais simplement. Oui. J'ai très bien compris. Les choses ont bougé à Bruxelles, ont changé. Et donc, je n'ai pas tous les jours des mails pour me plaindre de la zone de basse émission. Oui, mais c'est l'année prochaine qu'elle va vraiment produire les aspects les plus importants, puisque ce sont 62 000 véhicules qui ne pourront plus circuler dans Bruxelles. Les véhicules qui sont aujourd'hui pénalisés, on pensait au départ que ce serait essentiellement des Bruxellois et ce n'est pas ce qui ressort aujourd'hui de la première année d'utilisation. Très rapidement, parce que je voudrais parler de la qualité de l'air juste après. On est vraiment dans le débat de la qualité de l'air, mais l'objectif est effectivement, et on partage l'objectif sur la mise en œuvre, il y aura probablement des rectifications parce qu'on rencontre toutes et tous aujourd'hui sur les marchés des gens qui vont devoir revendre leur camionnette qui n'a plus aucune valeur et qui n'ont pas la capacité de pouvoir, pour aller travailler, racheter une camionnette. Et ça, ce sont des témoignages qu'on a au quotidien, des témoignages de personnes qui ont été sanctionnées et qui se situent, qui se trouvent par cette mesure dans une certaine forme de précarité. Et c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, est une opposition, en tout cas quelque chose qui freine le commerce et l'économie à Bruxelles également, pour une certaine partie de la population. Alors, une réponse rapide, Bernard Clerfailly, par rapport à ça, effectivement, ces témoignages que l'on entend. Bien sûr, mais donc c'est un choix de société qu'il faut faire, c'est très clair. C'est un choix de santé, on l'a rappelé. Il y a des milliers d'enfants ou de jeunes qui ont de l'asthme, qui développent des maladies, etc. Donc on ne peut pas avoir une vision à moyen terme où on continue à polluer, à avoir un air de mauvaise qualité comme on l'a actuellement en région bruxelloise. Donc on doit peut-être accompagner ces personnes, mais le message politique est très clair. Bruxelles veut un air plus pur. Bruxelles va éliminer progressivement les voitures les plus polluantes. Alors par rapport à la pollution, il y a pour l'instant différents seuils où on annonce aux gens les différents seuils de pollution avec des restrictions qui sont prévues à certains moments. Claude Moniquet, dans cette question de la pollution de l'air, est-ce qu'il faut aller plus loin dans les interdictions à mettre en place quand les seuils de pollution sont trop élevés ? Les interdictions existent dans certaines villes, on le fait à Paris par exemple, on le fait dans d'autres capitales, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire à Bruxelles. Mais pour pouvoir interdire, il faut effectivement avoir de bons capteurs, il faut multiplier les possibilités d'analyser l'air en temps réel, entre autres autour des hôpitaux, autour des écoles, etc. C'est une nécessité. Maintenant, de nouveau, ce mot d'interdiction, je comprends bien le fond du problème et je sais bien qu'il faut faire des sacrifices et limiter certaines libertés dans l'intérêt de tous, mais ce mot d'interdiction, de nouveau, appartient à un vocabulaire que je n'apprécie pas tellement. Alors, Barbara Tratt, dans votre programme, vous parlez d'abaisser les seuils d'activation des mesures d'urgence en cas de pic de pollution. Dans quel sens? Est-ce qu'il faut interdire certains véhicules à certains moments? Est-ce qu'il faut faire le système de la circulation alternée?
Oui, donc il y a des mesures d'urgence, mais il y a aussi des questions de normes qui s'appliquent en tout temps. Et donc il y a des normes européennes, il y a des normes aussi qui sont édictées par des organisations comme l'OMS. Et donc ils font vraiment le lien entre les questions de santé, dont on parlait il y a un instant, et la question de la qualité de l'air. Et nous, on est pour les normes les plus strictes, l'application des normes les plus strictes, voire même être plus ambitieux encore. Les normes OMS, elles ne sont pas non plus tout à fait à jour. Donc on pourrait imaginer que Bruxelles soit une ville pionnière sur l'impact de certains polluants sur la santé des habitants. Par exemple, le black carbone, même l'OMS n'en tient pas encore en compte dans ces normes. On pourrait, et nous souhaitons, aller dans le sens d'une plus grande recherche et de l'innovation, d'être pionnier sur cette question de la qualité de l'air. Ça veut dire qu'à certains moments, on limite plus rapidement la circulation des véhicules en cas de pic de pollution. Ici, c'est quand on parle de situation de crise. Mais je pense qu'il faut voir les choses aussi de manière globale sur l'ensemble. Enfin, il faut éviter ces situations de crise. Et il y a plein de choses qui se font, en fait, qui se font déjà aujourd'hui, qui se développent de plus en plus, et je m'en réjouis. Depuis les élections communales, on voit fleurir de plus en plus, par exemple, des rues scolaires. On s'est aperçu, suite notamment à des études de Greenpeace, que la qualité de l'air dans les écoles était mauvaise en raison de la circulation des parents qui viennent amener leurs enfants à l'école le matin. Et on met de plus en plus dans différentes communes, on installe ces rues scolaires. C'est une mesure qui est prise en dehors d'un moment de crise, qui permet à chacun de prendre conscience de son mode de déplacement, aux enfants et aux parents, et qui, je l'espère, le développement de l'ensemble de ces mesures va aussi pousser de plus en plus de Bruxellois à changer leur mobilité. Alors je vais donner la parole à Bernard Kerfailly qui est en retard sur le temps de parole. Je vous sens très impatiente, Céline Frémaux, mais je vous donnerai la parole, mais vous êtes un peu en avance jusqu'ici. Donc par rapport à ces seuils d'activation, est-ce qu'il faut les revoir? Est-ce qu'il faut être plus drastique? Bernard Kerfailly. Nous pensons qu'il faut se permettre de durcir les critères parce que nous pensons que les critères actuels ne sont pas tout à fait en ligne avec ceux de l'OMS. Donc je suis plutôt assez d'accord avec la position qui est exprimée par Barbara ici. Maintenant, ça implique évidemment de l'annoncer clairement, d'avoir une vision à long terme, pas du jour au lendemain prendre les gens en otage. Et nous pensons qu'en termes de qualité de l'air, ce débat est dans le champ politique, mais il n'est pas encore assez prégnant dans l'opinion publique large. Il faut qu'on ait des stations de mesure beaucoup plus sur le territoire, partout. Il faut qu'on rende plus transparent cette question de la qualité de l'air pour que les gens se rendent compte de l'impact que ça a sur leur santé. On a parfois, je l'ai appelé, des affections des enfants, on ne sait pas d'où ça vient, on dit que c'est la faute à je ne sais pas quoi, c'est la faute à quelque chose, c'est la faute à la pollution. Et si on veut que Bruxelles soit une ville en santé, où nos enfants puissent vivre paisiblement, une ville agréable, qui continue à conserver les classes moyennes parce qu'on est heureux de vivre ici, il faut qu'on ait cette ambition-là. David Weissman. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en disant on va durcir les seuils d'activation de ces mesures qui limitent le trafic en cas de pic de pollution? En tout cas, certainement, il y a certains effectivement polluants qui ne sont pas encore pris en compte sur lesquels on devra travailler. Je pense notamment aux particules ultra-fines. C'est une des raisons pour lesquelles, dans le cadre de la réforme sur la fiscalité, la verdurisation, nous voulions utiliser le mécanisme d'Ecoscore qui est, et comme d'ailleurs le ministre-président l'a dit, moyennant évidemment la suppression de la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation. Et cet Ecoscore pourrait prendre notamment en compte effectivement ces particules ultra-fines. Donc oui, pour étendre effectivement, mais oui surtout pour mieux informer la population sur la qualité de l'air aujourd'hui, mais également l'évolution, parce qu'on doit pouvoir dire également que, de façon générale, je ne veux pas avoir un discours qui est culpabilisant, de façon générale, depuis les 10 dernières années, la qualité de l'air est meilleure à Bruxelles. Mais évidemment, on doit encore faire un effort très important. On doit faire un effort très important dans les 5 et 10 prochaines années. Rudy Vervoort. Oui, mais je pense que... Je vous donnerai la parole après, ne vous inquiétez pas, Céline Frémaux. Je vais juste rectifier quelques mais oui, petites bien sûr, mais vous pourrez rectifier, aucun problème. Oui, sur les seuils, elle va vous expliquer ce qu'il en est. Et donc, si elle n'est pas trop longue. Bon. Non, mais la situation... En fait, c'est intéressant le débat qu'on a ici parce qu'on pourrait avoir le même débat sur l'introduction de la 5G à Bruxelles et les normes. Là, on est au seuil d'activation. Non, parce que c'est un débat intéressant. N'utilisez pas trop votre temps de parole, mais c'est un débat intéressant parce qu'en réalité, il nous met face, je dirais, au principe de précaution. Mais le principe de précaution, il faut à un moment donné le mettre aussi en perspective avec l'évolution du mode de vie dans nos sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, ce qu'il faut amener ici, c'est à faire en sorte que les Bruxellois le font, c'est changer les habitudes. En réalité, ce qu'il faut éviter, c'est qu'on se trouve dans une situation d'urgence. La qualité de l'air s'améliore à Bruxelles. Il y a encore une marge de progression qui est énorme.
on va lancer là, tout prochainement une campagne de sensibilisation pour lutter contre l'autosolisme. Oui, mais c'est une réalité, ça. C'est de faire en sorte que les nafteurs partagent leurs véhicules. On n'est pas là pour dire on veut supprimer ceci, c'est de l'incitation, parce que ça coûte moins cher et ça pollue moins. Ça sont des mesures concrètes, parce que c'est vrai, Bruxelles n'est pas une île. On a parfois des pollutions qui viennent se rajouter de l'extérieur. Hein, c'est une réalité. On n'est que 162 km². Il faut quand même bien se rendre compte de cela. Et donc, c'est ensemble, par rapport à une approche qui soit plus globale aussi, qu'on arrivera à encore faire en sorte que demain, ces questions d'alerte ne se posent plus. Voilà, Céline Frémaux, je vous donne la parole. Rectifiez, mais surtout venez-en à vos propositions par rapport à ces seuils d'activation que d'aucuns veulent plus ont été drastiques. Non, les seuils d'activation. Aujourd'hui, on a mis beaucoup plus de polluants qui n'existaient pas avant. Donc l'arrêté qu'on a appelé pic de pollution a été complètement revu. Aujourd'hui, il y a une information, c'est-à-dire un seuil d'information et de sensibilisation qui n'existait pas. Et par ailleurs, plus rapidement, et aussi avec ce qu'on a appelé le seuil de persistance. Monsieur Moniquet parlait de villes étrangères. Il y a des seuils de persistance. Et quand vous avez un certain moment, une qualité de l'air qui peut se dégrader au-delà de 48 heures, il y a des mesures drastiques qui vont être prises, notamment gratuité de la STIP, notamment en vélo. Ça, c'est la première chose par rapport à l'arrêté pic de pollution. La question qui se pose, c'est OMS ou pas OMS. La deuxième chose, on parlait de l'extension du réseau de mesure. Les stations de mesure vont doubler entre 2019 et 2024. Il y aura systématiquement une nouvelle station, notamment dans des endroits qui sont plus exposés, ce qu'on appelle les rues canyons. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle les rues scolaires. Le gouvernement a dégagé un premier budget en septembre dernier d'1 million d'euros pour ça. Il faut continuer le travail. Barbara Tracton, vaincue? Oui, mais donc il faut continuer le travail, très ambitieux dans ce sens-là. Mais normes OMS ou pas OMS, c'est la question, moi, si j'ai bien compris. Je trouve même qu'on peut... Les normes OMS, c'est le minimum. Pour moi, on peut même aller plus loin. Comme on l'a dit il y a un instant, l'OMS ne tient pas encore compte de nouveaux polluants, comme les microparticules. Donc je pense qu'on peut être ambitieux et aller encore plus loin pour la santé des Bruxellois. Et je voudrais dire, par rapport au principe de précaution, parce qu'ici, on le sait, hein, le lien entre la santé et la pollution de l'air existe. Hein, donc on n'est pas dans un principe de précaution, on est vraiment dans une... Oui, vous faisiez le parallèle avec un autre dossier et avec la question du principe de précaution. Ici, on n'est pas dans l'application du principe de précaution. La santé des Bruxellois est affectée par la qualité. Bien sûr. Voilà, je vais devoir vous arrêter puisque les 55 minutes qui étaient consacrées à ce débat sont terminées. Donc le temps qui nous était imparti est terminé. Je sais que le sujet vous passionne et vous auriez pu en parler encore pendant des heures. Merci en tout cas à tous et toutes d'avoir assisté à ce débat. On se retrouve demain pour le dernier débat avant le soir des élections.